Bonjour. Nous allons donc parler aujourd'hui des risques liés à l'amiante. Cette vidéo fait suite au travail de recherche que je vous ai demandé en début de semaine. Donc je vais respecter le plan que je vous ai donné dans le document de cadrage distribué en début de semaine. Grand 1. Caractéristiques de l'amiante. Donc le terme amiante désigne un ensemble de silicates fibreux résistant au feu. Son synonyme asbeste, qui vient du latin asbestose, qui veut dire un combustible, et peu utilisé en français. Donc, premièrement, silicate fibreux. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, un silicate, c'est un minéraux, c'est un sel de silice. Donc, première information, l'amiante est un minéraux, c'est ce qu'on peut voir donc, sur l'image que vous avez à droite, qui est une photo d'une roche brute d'amiante. Deuxième information, c'est un minéraux qui est fibreux, donc on le voit bien sur la photo que vous avez là. En fait, on va avoir une organisation microscopique de fibrilles qui vont s'organiser en fibres qu'on peut voir ensuite à l'œil nu. Deuxième information, c'est un minéraux qui est résistant au feu. Il est dit incombustible, donc vous comprenez pourquoi il va être utilisé pour ses propriétés. Donc ce minéral possède différentes propriétés qu'on verra plus tard. On va d'abord continuer sur les caractéristiques de l'amiante. Il existe plusieurs variétés d'amiante qu'on va classer en deux groupes minéralogiques, les serpentines et les amphiboles. Je vais vous présenter uniquement les trois variétés utilisées par l'homme. Donc, nous avons au sein des serpentines la chrysotile. C'est la seule variété qui appartient à cette famille, donc les chrysotiles. Et ensuite, dans les amphiboles, nous avons les amosiles et les crocidolites qui appartiennent à cette famille. Premièrement, concernant le diamètre des fibrilles, nous avons un diamètre qui est de l'ordre du micromètre, c'est-à-dire 10 000 fois plus petit qu'un centimètre. Donc la taille varie en fonction de la variété, de 0,02 micromètres pour les chrysotiles à par exemple 0,1 micromètre par l'amosite. Donc on a des petites différences en termes de diamètre, mais l'ordre de grandeur est le même, c'est-à-dire le micromètre. Concernant la longueur maximale des fibres. De même, on va avoir des disparités en fonction des variétés, mais on a un ordre de grandeur qui est de l'ordre du millimètre. Donc, on a des fibres qui vont avoir un diamètre très petit, mais avoir une taille plutôt longue, puisqu'elles vont atteindre 4 à 7 cm. Donc, elles sont microscopiques, elles sont invisibles à l'œil nu, ces fibrilles. Donc, voici un exemple. Donc, voici une observation en microscope électronique à transmission. Et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un microscope qui est plus puissant que les microscopes que vous avez pu rencontrer au cours de votre scolarité, puisque vous voyez qu'il est capable de grossir jusqu'à 50 000 fois. Donc, sur la photo, on voit que ici, 1 cm correspond à 1 micromètre. Donc, la photo ne représente au fait qu'une partie de la fibrille, puisqu'on a dit que plusieurs fibrilles allaient pouvoir s'organiser pour former au fait des fibres allant jusqu'à plusieurs, puisque les fibrilles vont pouvoir mesurer plusieurs centimètres. Donc, concernant en fait les points communs entre ces différentes variétés, c'est ce que j'encadre en rouge. On va avoir une longueur des fibres plus ou moins similaire, un diamètre des fibres plus ou moins similaire, et on va retrouver ensuite d'autres éléments chimiques comme le magnésium, le fer ou encore le sodium, associés au SiO4, c'est-à-dire en fait un sel de silice. Donc en point commun, on a de la silice, des minéraux qui vont être associés, un diamètre de l'ordre du micromètre et une taille de l'ordre du centimètre. En différence majeure entre ces variétés, on retrouve uniquement la couleur. Il n'y a que ça qui va différencier d'une variété à l'autre.
Concernant les propriétés de l'amiante, donc voici ses principales propriétés. On a la résistance au feu. Donc effectivement, l'amiante a été utilisée pour limiter le risque incendie dans certains bâtiments. On va par exemple les retrouver dans les plaques de flocage au niveau de certains ascenseurs. C'est un matériau qui a une faible conductivité, que ce soit thermique, acoustique et électrique. Donc rappelez-vous, on avait parlé de la conductivité lorsque je vous avais fait une vidéo sur le risque incendie. La conductivité est un des 4 phénomènes physiques qui va expliquer la propagation d'un incendie. Donc pour rappel, la conductivité, ça va être en fait le déplacement de chaleur ou d'une onde sonore ou d'électricité sans qu'il y ait réel déplacement de matière. Donc, pour faire simple, l'amiante conduit peu la chaleur, conduit peu les ondes sonores et conduit peu l'électricité. Ce qui fait que ça va être un bon isolant. Elle a également une résistance mécanique à la traction, à la flexion et à l'usure. Cela est en lien avec cette propriété qu'on peut voir ici, l'élasticité, puisque si l'amiante est élastique, elle va donc résister à la traction, à la flexion et à l'usure. Elle a également la possibilité d'être filée et tissée. Donc ça veut dire qu'on peut travailler la fibre d'amiante, et vous allez voir plus tard dans le diapositive ce qu'on peut faire avec de la fibre d'amiante. Et enfin, elle a une résistance aux agressions chimiques, que ça soit acide ou base. Donc rapidement, tout le monde sait ce qu'est une solution acide, un liquide qui est acide, et donc il y a des dégâts au niveau de la peau, par exemple si on en reçoit, c'est extrêmement corrosif. On oppose les solutions acides aux solutions dites basiques. Pour autant, quelque chose qui est basique n'en reste pas moins dangereux qu'une solution qui est acide. Exemple, tout le monde connaît une solution basique, la soude. Vous l'utilisez notamment lorsque vous achetez du desktop pour le traitement de certaines canalisations, certaines tuyauteries. Donc, c'est un produit qui est extrêmement basique. Donc, ça a également des conséquences importantes. Et l'amiante va résister à la fois aux produits acides et à la fois aux produits basiques. Donc, voilà pour un éventail des propriétés de l'amiante. Concernant maintenant les circonstances d'exposition, qui va être exposé à l'amiante? Donc, je vais vous présenter rapidement quelques métiers exposés à l'amiante. Déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que dans les bâtiments construits avant 1997, l'amiante est présente quasiment de partout. Donc, vous voyez sur la photo, chaque point rouge correspond à en fait une localisation possible d'amiante. Donc, par exemple, ici, on va pouvoir retrouver de l'amiante dans les anciens bâtiments de 1997 au niveau de joints de tuyauterie. Donc, le métier concerné, ça va être tuyauteur ou encore plombier. On peut également retrouver de l'amiante au niveau de faux plafonds. Comme je vous l'ai dit, ça va avoir un rôle d'isolant puisque ça conduit peu la chaleur. C'est un isolant thermique. Donc, on l'utilise notamment dans tout ce qui est flocage pour les faux plafonds. Et enfin, on peut également le retrouver dans certaines installations de plomberie chauffagerie, notamment pour ses propriétés calorifuges. C'est-à-dire, comme l'amiante peut conduire la chaleur, on va s'en servir dans tout ce qui est installation de chauffagerie pour limiter la perte de chaleur au niveau de certaines installations. Donc voilà une vue non exhaustive. Il existe d'autres zones de bâtiments peut-être concernées. Si cela vous intéresse, je vous renvoie à cette source, donc qui est le site de l'INRS, où vous avez la photo originale de manière interactive, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous cliquez sur une des flèches rouges, cela vous renvoie à la petite image que moi je vous ai affichée. On va maintenant s'intéresser plus particulièrement aux zones d'ascenseur où on peut retrouver de l'amiante. Donc la fédération ascensoriste propose dans un de ses livrets
une répartition, donc zone par zone de l'ascenseur, en fonction des risques. Donc, on a le classement des risques en fonction de la zone. Donc, déjà, on peut voir que on va pouvoir retrouver de l'amiante au niveau de la partie haute, au niveau du toit de cabine, et également dans cette partie-là de l'ascenseur. Donc, ça, c'est pour une vue, on va dire, un peu générale. On va maintenant essayer de voir plus précisément où on va retrouver de l'amiante. Donc, on peut retrouver de l'amiante dans les mâchoires de frein. Rappelez-vous, je vous ai dit il y a quelques minutes qu'une des propriétés de l'amiante était de pouvoir résister à l'usure, à la traction, à la flexion. En fait, elle était un peu élastique. C'est pour ça qu'elle va être utilisée dans les mâchoires de frein. Au niveau des flocages, ça va être surtout pour limiter la propagation d'incendie, puisque rappelez-vous que c'est un produit qui conduit peu la chaleur, qui est en plus incombustible, donc qui ne participe pas à la combustion. Et rappelez-vous que si on limite un des trois éléments du triangle de feu, on va soit arrêter, soit réduire le mécanisme de combustion. Donc en mettant un élément non combustible, on va pouvoir intervenir sur le risque incendie, et c'est pour ça qu'on utilisait des flocages composés d'amiante. Mais tout cela est une vue, encore une fois, non exhaustive. Je veux juste vous présenter encore d'autres éléments. Cette liste provient donc d'un livret d'informations sur l'amiante qui est proposé par la Fédération des ascensoristes, qui a fait un listing des différents produits pouvant comporter de l'amiante. Par exemple, on a les porte-palières Otis, modèle Pira, j'imagine, les armoires à commande, etc. Donc, on va voir quelques-uns de ces exemples. On peut retrouver donc de l'amiante au niveau des portes-palières. En fait, au niveau de la porte-palière battante, il y a un joint qui va être en fait sur ce côté-là, sur le côté serrure, et qui va être composé d'un carton d'amiante. Donc, on va pouvoir tisser l'amiante, on va pouvoir la tisser en carton et l'utiliser, entre autres, au niveau des porte-palières. On peut également en retrouver au niveau du capot sélecteur de gaine, toujours chez le fabricant Otis, dont l'objectif est la protection intérieure du capot. Pareil, on a donc tissé l'amiante pour produire un élément de protection. Et enfin, on peut également retrouver des fibres d'amiante au niveau d'armoires de commande, et puisque je vous rappelle que ça a également des propriétés de faible conductance de l'électricité, voilà pourquoi on peut également retrouver de l'amiante au niveau de certaines installations électriques. Donc voilà pour une liste des différents composants d'un ascenseur pouvant contenir de l'amiante. On va maintenant passer à la partie numéro 3, donc les effets sur la santé. L'expertise collective de l'INSERM de 1996 a réaffirmé que toutes les variétés d'amiante sont cancérigènes. Mais l'inhalation de fibres d'amiante peut aussi entraîner d'autres pathologies comme l'asbestose ou les plaques pleurales. Donc, premièrement, il est important de savoir que les 6 variétés d'amiante sont cancérigènes. L'asbestose est également une des maladies provoquées par l'inhalation de fibres d'amiante. Cela vous fait également un rappel à l'étymologie du mot, puisque amiante vient d'une racine latine asbeste. C'est ce que je vous ai présenté en début de vidéo. Donc on va parler de 3 maladies, les cancers, les plaques pleurales et l'asbestose. Et on va justement commencer par l'asbestose. Est-ce que c'est une maladie cancéreuse? Non. Le temps de latence est de 10 à 20 ans et les premiers symptômes sont l'essoufflement rapide, une douleur thoracique et une forte toux. Toute asbestose va augmenter le risque de développer un cancer broncho-pulmonaire. Et il faut savoir également que l'asbestose fait partie des tableaux des maladies professionnelles et c'est le tableau numéro 30. Donc l'asbestose, qu'est-ce que c'est exactement? Donc les fibres d'amiante vont être inhalées donc, par la voie orale, donc par la bouche, par le nez.
et vont ensuite atteindre les poumons. Au niveau de là, donc elles vont prendre soit l'un des chemins, soit deux chemins. On va retrouver les branches que vous voyez ici, puis on va avoir les bronchioles, ce sont les petites ramifications, et au bout de ces bronchioles, on va retrouver ce qu'on appelle les alvéoles. Rapidement, les alvéoles, c'est ce qui va permettre à votre poumon de faire les échanges d'air et de CO2 avec le sang. Le problème, c'est que les fibres d'amiante, plus elles sont petites, plus elles vont pouvoir pénétrer à l'intérieur des poumons. Et plus elles sont longues, plus notre organisme va avoir du mal à les éliminer. Qu'est-ce qui va se passer? La fibre d'amiante va être considérée comme un élément étranger à juste titre, et elle va, entre guillemets, appeler, recruter des globules blancs qui vont essayer de venir traiter le problème. Le problème, c'est que ces globules blancs ne vont pas forcément réussir à éliminer les fibres d'amiante. Il va avoir le recrutement d'autres cellules qui vont en fait former un tissu cicatriciel. C'est ce que vous voyez ici, au fait. Les taches opaques, beiges que vous voyez sur le schéma. Il va avoir en fait un amas, une concentration de tissu cicatriciel. Donc, votre poumon, au lieu d'avoir son tissu spécialisé dans le fonctionnement du poumon, va avoir du tissu cicatriciel qui n'a pas les capacités de faire le même rôle que le tissu normal. Donc, voilà pourquoi vous allez souffrir d'essoufflement et de douleurs thoraciques, car votre poumon est moins fonctionnel. Donc voilà ce qu'est l'asbestose. Et si vous réalisez, si une radiographie est réalisée, ce que vous voyez sur le schéma comme taches beige apparaîtra comme des taches opaques blanches sur une radiographie. Deuxième maladie, les atteintes pleurales. Toujours pas une maladie cancéreuse. Le temps de latence est de 15 ans. C'est une maladie qui est asymptomatique le plus souvent et elle est également reconsidérée comme une maladie professionnelle. Elle est dans le tableau numéro 30 du régime général. Asymptomatique veut donc dire qu'il n'y a pas de symptômes. Il y aurait un lien entre l'atteinte pleurale et le développement de cancer bronchopulmonaire, mais le lien de causalité n'a pas encore été réellement démontré, donc on ne peut pas vraiment l'affirmer. Pour autant, les atteintes pleurales, qu'est-ce que c'est? Donc voici notre schéma de votre appareil respiratoire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vos poumons ne sont pas en flottement libre dans votre cage thoracique. Il va avoir un tissu de soutien qu'on appelle la plèvre. C'est ce que vous voyez ici. La plèvre qui est dite pariétale, qui va être au fait la plèvre du côté extérieur, si on veut, et une plèvre qui est dite viscérale, donc proche des viscères, c'est-à-dire proche de l'organe, à savoir le poumon. Il va avoir en fait un dépôt de fibres d'amiante qui va s'accumuler au niveau de la plèvre, du côté viscéral, du côté intérieur, ou du côté pariétal, c'est-à-dire du côté extérieur. Et c'est au fait ce stockage de fibres d'amiante qu'on appelle atteinte pleurale, accompagnée évidemment du tissu cicatriciel. Le cancer bronchopulmonaire, avec un temps de latence de 20 à 30 ans, les premiers symptômes sont une douleur thoracique, une toux, une difficulté respiratoire, perte de poids et du sang dans les crachats. Donc c'est le cancer lié également à une forte consommation de cigarettes. C'est le même cancer. Comment cela va se développer? De la même manière, il va avoir une accumulation de fibres d'amiante au niveau des poumons. Ce que vous voyez ici, là, le petit trait noir, c'est la fibre d'amiante initiale. Le problème, c'est que la fibre d'amiante a des propriétés particulières qui va transformer les cellules qu'il y a autour. Elles vont, si vous voulez, les fibres d'amiante vont contaminer les cellules qu'il y a autour. Une première cellule va devenir cancérigène, une deuxième cellule va devenir cancérigène, etc., etc., jusqu'à former un amas de cellules cancérigènes qu'on appelle tumeurs. Donc en fait, c'est tout le processus est dû aux propriétés particulières de l'amiante
des fibres d'amiante qui va entraîner en fait une modification de vos cellules. Et enfin, la dernière pathologie qui est due à les fibres d'amiante, pardon, c'est ce qu'on appelle le mésothéliome. Donc, taux de latence environ 30 ans. C'est également une maladie cancéreuse. Les premiers symptômes sont une douleur thoracique, souvent d'un seul côté, une toux, des difficultés respiratoires et une perte de poids. Et elle est également reconnue comme maladie professionnelle. Donc, le mésothéliome, c'est au fait un cancer de la plèvre. Donc, vous avez ici la plèvre. J'ai fait un petit changement d'image. Celle-là est au fait très bien pour expliquer, pas besoin de compliquer avec une nouvelle photo. Le mésothéliome est un cancer de la plèvre. Donc, ça va être une accumulation de fibres d'amiante qui vont impacter la plèvre. Donc, voilà pour les 4 pathologies induites par l'amiante. On va maintenant s'intéresser à la réglementation dans la partie numéro 4. Donc déjà, l'amiante est interdit par un décret depuis 1997 en France et en Europe depuis 2005. Pour savoir s'il existe des matériaux contenant de l'amiante dans un bâtiment ou sur une installation, il faut donc se renseigner auprès du propriétaire qui doit posséder différents documents. Par exemple, le dossier technique amiante ou encore la fiche récapitulative. Ces 2 documents sont obligatoires depuis le 31 décembre 2005. Donc, tout bâtiment normalement construit avant 97 est susceptible de contenir de l'amiante et donc le propriétaire a dû, après 97, en début 2005, réaliser le dossier technique amiante ou encore la fiche récapitulative. Le document établi lors de la construction est un peu plus compliqué à fournir. Et enfin, on a également ce qu'on appelle le document constat amiante. Au niveau de la réglementation, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Concernant maintenant la prévention du risque. Premièrement, avant toute intervention dans des locaux floqués à l'amiante, il est préférable que le propriétaire fasse un retrait par une entreprise procédant à un certificat de qualification. Donc, cela correspond en fait tout simplement à une mesure de prévention de niveau 1, c'est de la prévention intrinsèque. Donc, si le propriétaire a donc fait un diagnostic en 2005, il voit qu'il y a effectivement de l'amiante dans son bâtiment qui a été construit avant 1997, la première mesure de prévention à prendre, c'est de voir si on peut supprimer le danger. Donc, si c'est possible, on fait venir une équipe qualifiée pour retirer l'amiante. Avant toute opération, donc il est demandé d'envisager un mode opératoire permettant de limiter la création et la dispersion des poussières. Donc, si le propriétaire sait qu'il y a de l'amiante dans son bâtiment, mais que cette amiante n'a pas pu être enlevée, il faut dans un premier temps essayer de voir si on va mettre en place un protocole qui va permettre de limiter la dispersion des poussières. Donc, le propriétaire a donc déjà normalement mis en œuvre une prévention de niveau 3 avec de l'information, avec par exemple un encoffrement, donc avec cette image qui dit qu'il y a de la présence d'amiante dans cette partie, dans cette porte palière par exemple. Donc première mesure, on essaye de proposer un mode opératoire qui va permettre de limiter la dispersion de poussière. Comment ? J'essaie d'éviter le risque, c'est-à-dire ne pas intervenir sur le matériau, ne pas intervenir dans un local comportant des matériaux friables, donc c'est-à-dire qu'ils vont s'effriter et disperser de la poussière dans la pièce. Donc par exemple, lors de la pose d'un chemin de câble électrique, on peut essayer de choisir un cheminement hors d'une zone floquée. Donc dans un premier temps, on essaye d'éviter
la zone contenant de l'amiante. Si on revient sur le schéma d'approche par le risque, si j'évite le danger, si je mets en place un mode opératoire qui me permet d'éviter l'amiante, donc d'éviter le danger, l'opérateur n'a plus sa zone de présence en contact de la zone de présence du danger. Il n'y a donc plus de situation dangereuse. S'il n'y a pas de situation dangereuse, il n'y a pas d'événement déclencheur et donc il n'y aura pas de dommages. Cependant, cela n'est pas toujours possible. Donc, si on ne peut pas éviter le risque, il faut essayer en tout cas de le réduire. Comment? On va humidifier, aspirer à la source, utiliser des outils manuels ou encore envelopper les matériaux amiantés. Qu'est-ce que ça veut dire humidifier? Il existe ce qu'on appelle des fixateurs d'amiante qui vont en fait humidifier, fixer l'amiante pour éviter la dispersion des fibrilles dans l'air. Donc, première étape, on humidifie. Deuxième étape, on va aspirer à la source. Donc, comme vous comprenez, on va en fait utiliser un aspirateur à filtre de très haute efficacité qui va permettre de retirer le maximum de fibrilles en suspension. Par exemple, lorsqu'on veut régler une porte palière contenant une plaque d'amiante ciment après avoir enduit les fixations de graisse, on ne peut pas éviter le risque. Il faudra mettre en place ce protocole-là. Ou encore, lorsqu'on veut régler des mâchoires de frein après nettoyage au chiffon humide. On va utiliser différents équipements de protection en plus de ce mode opératoire. Un masque avec filtre P3, une combinaison jetable de type 5, un film plastique de récupération posé au sol et un sac à déchets, en plus de l'aspirateur. Je vous présenterai juste après les différents équipements de protection. Si la suppression et la réduction du risque sont impossibles, comme par exemple dans le cas où il faut remplacer un éclairage fixé sur un focage, dépose un disjoncteur principal fixé sur une paroi revêtue d'un focage. Si vous voyez bien, ce sont des cas où il y a présence d'électricité avec de l'amiante et donc dans ce cas-là, on ne va pas utiliser un spray humidificateur puisqu'il y a également le risque électrique qui cohabite avec le risque lié à l'amiante. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas réduire. On ne peut pas limiter la quantité d'amiante présente sur place, dans l'air. Il faut donc mettre en œuvre un nouveau protocole. On va donc essayer de confiner la zone de travail, prévoir un sas d'accès, un extracteur d'air et enfin, on va ensuite retrouver l'aspirateur à fil de très haute efficacité, un masque plus performant que le masque présenté dans la situation précédente et enfin, on va utiliser un sac à déchets. Concernant les équipements de protection, donc on va avoir le masque FFP3. Donc, vous entendez souvent parler ces derniers jours avec la situation sanitaire actuelle du masque FFP2. Qu'est-ce que veut dire FFP? Ça veut dire Filtering Face Pièce. Donc c'est-à-dire en fait un masque qui filtre 3, c'est-à-dire c'est donc le niveau, la capacité de filtre que va pouvoir la capacité de filtration que va pouvoir appliquer le filtre. Donc le FFP2 étant moins efficace que le FFP3. Dans le cas de la situation précédente, donc il y avait également un masque à ventilation assistée qui est plus performant que le FFP3. Et enfin, la combinaison jetable de type 5 correspond à cette image. C'est tout simplement une combinaison que l'on va jeter. Donc vous avez compris également que vous risquez d'être amené à travailler avec de l'amiante. Il y a donc également la gestion des déchets qui rentre en cause. On va prendre l'exemple concret, donc lors du remplacement des mâchoires de frein. Qu'est-ce qu'on doit faire? Dans un premier temps, on va pulvériser le fixateur sur les mâchoires de frein pour, comme je vous l'ai dit, fixer les fibrilles d'amiante. Entreposer les mâchoires dans un sac transparent et placer le sac dans un deuxième sac où on va marquer que c'est de l'amiante.
On va donc refermer le sac de manière à empêcher la dispersion des poussières, pulvériser le fixateur sur les équipements. Donc on utilise le pulvérisateur fixateur sur les mâchoires de frein, mais également sur les équipements de protection. Et on va ensuite également retirer les équipements de protection et que l'on va mettre dans un autre masque, dans un autre sac à part. Puis on va refermer le sac de manière à empêcher la dispersion des poussières. Le sac contenant les mâchoires de frein doit être envoyé à des sociétés spécialisées pour traitement adapté en fonction du type. Donc vous n'êtes pas habilité à réaliser la gestion des déchets amiantes. C'est des entreprises qualifiées qui ont les qualifications pour la gestion de ces déchets. Vous serez par contre peut-être amené à devoir retirer certaines parties avec de l'amiante, les condamner dans des sacs en mettant l'information qu'il y a bien un risque d'amiante dans ces sacs, donc de la prévention de niveau 3 pour les personnes qui récupèrent derrière les sacs. Donc voilà pour les risques liés à l'amiante. J'ai fait le tour des différents éléments que je devais vous présenter. Donc, si certains éléments ne sont pas clairs, vous pouvez toujours envoyer un mail pour avoir des précisions. Et enfin, je vais donc réaliser un quiz de compréhension de la vidéo pour voir si vous avez bien assimilé les différents éléments abordés dans cette vidéo. Bonne fin de journée, bon week-end.